Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler symptothermie et préjugés. Donc je vais vous donner mon avis sur les préjugés en symptothermie de par mon expérience également. Donc avant de débuter cette vidéo, je vais vous rappeler brièvement ce que c'est que la symptothermie pour celles et ceux qui viennent juste de nous rejoindre. Donc la symptothermie est une méthode de gestion de sa fertilité qui est naturelle, physiologique, respectueuse du corps et de l'environnement. Donc la symptothermie va se baser sur l'observation du cycle menstruel. Et donc pour cela, en fait, elle va venir analyser 3 critères maximum, dont 2 seront à utiliser obligatoirement. Donc nous avons la température, le col de l'utérus et la glaire cervicale. La symptothermie peut se pratiquer en mode contraception, conception ou bien observation. Le premier préjugé, celui qu'on entend généralement le plus couramment, c'est celui que la méthode symptothermique est une méthode dépassée par rapport aux autres moyens contraceptifs et qu'elle n'est pas fiable. Pour répondre à ce préjugé, j'ai pris note des indices de Pearl qu'on pourrait retrouver par rapport aux autres moyens de contraception et à celui de la symptothermie. Donc l'indice de Pearl, c'est le pourcentage de grossesse non planifiée sur un an d'utilisation optimale de la méthode. Donc sur mon carnet ici, j'ai pris note de différents indices de Pearl, des différents moyens de contraception, donc ceux qui sont les plus courants, pour pouvoir les comparer aux indices de Pearl de la symptothermie. Donc ici, je vais parler de l'indice de Pearl théorique et en pratique. L'indice de Pearl de la pilule contraceptive, en théorie, il est de 0,3%, mais en pratique, il est de 8%, notamment par exemple par rapport aux oublis du moyen contraceptif. Ensuite, nous avons le stérilet hormonal, qui est en théorie et en pratique à 0,2%. Le stérilet en cuivre, qui est à 0,6% en théorie et 0,8% en pratique. Le préservatif masculin, qui est en théorie à 2% et 15% en pratique. Par exemple, le fait de ne pas bien mettre le préservatif, ne pas connaître sa taille, les craquages, voilà. Donc par rapport à la symptothermie, il y a 2 études qui ont été réalisées. La symptothermie avec pratique de l'abstinence en période fertile et la symptothermie avec rapport protégé lors de la période fertile. Donc par rapport à l'abstinence, en théorie on est entre 0,4 et 0,6% et en pratique à 1,6%. Et avec rapport protégé pendant la période fertile, en théorie on est entre 0,4 et 1,43% et en pratique on est à 1,8%. Donc voilà, donc pour résumer là-dessus, concrètement, par rapport à tous ces moyens de contraception, la méthode symptothermique est aussi fiable que le stérilet hormonal ou en cuivre, et même plus fiable en pratique que la pilule contraceptive. Voilà. Donc bien évidemment, ça c'est quand on pratique correctement la symptothermie. Voilà, si dans l'idéal c'est intéressant d'être accompagné sur les premiers mois pour vraiment être sûr de ne pas faire d'erreur, pour éviter, en tout cas si vous êtes en méthode contraception, pour éviter les grossesses non planifiées. Donc le deuxième préjugé, celui qu'on entend assez fréquemment également, la méthode symptothermique est une méthode fastidieuse, compliquée et contraignante. Donc il est vrai que dans un premier temps, quand on apprend la méthode symptothermique, ça demande de la rigueur et de l'assiduité, car il faut apprendre vraiment les bases de la méthode, en plus de réussir à s'observer correctement. Et même si dans un premier temps ça demande voilà, de l'apprentissage et de l'assiduité, au final on vise l'autonomie. C'est un peu comme quand vous passez le permis, voilà. Ça demande pareil voilà, de passer le code, donc on apprend et ensuite on met en pratique en allant apprendre à conduire. Et bien là, la symptothermie c'est un peu la même chose, c'est pour au final voilà, être autonome dans sa fertilité. Donc pour vous donner mon exemple, moi aujourd'hui ça va faire plus de 2 ans que je pratique la symptothermie et voilà, à partir d'un certain temps, quand vous allez commencer à être à l'aise avec la pratique, vous allez pouvoir observer que voilà, au niveau de votre prise de température, vous n'aurez pas besoin de la prendre tous les jours. Voilà, moi actuellement, je la prends une dizaine de jours par cycle. Et au niveau de l'analyse de la glaire, c'est pareil, c'est sur une dizaine de jours. Après, vous n'aurez plus besoin de l'observer parce que soit vous n'en aurez plus, soit ce sera plus nécessaire parce que vous serez en période infertile. Donc voilà, c'est toujours à peu près une dizaine de jours où vous devez être attentive et prendre un minimum de température et observer votre glaire. Mais en soi, la glaire, c'est pas compliqué à observer, étant donné que voilà, quand vous allez aux toilettes, vous observez votre glaire, c'est très très simple. Et en soi, la méthode reste assez flexible, puisque voilà, même si on a des oublis de température, il nous faut seulement un certain minimum de température, donc il est tout à fait possible de faire des grasses matinées les week-ends par exemple. Donc le troisième préjugé, celui qu'on entend également très fréquemment, c'est le fait que la symptothermie
lorsqu'on pratique la symptothermie, on est obligé de prendre sa température à heure fixe. Donc déjà, par rapport à la prise de température, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire de la prendre tous les jours. Dans l'idéal, il faudrait 30 minutes d'écart maximum entre chaque prise, mais après, vraiment, chaque femme est différente, chaque corps est différent, et donc en fait, celui-ci va réagir différemment selon les écarts de température. Il y a des femmes qui vont prendre la température habituellement à 7 heures, et puis il y a des moments où elles vont se lever par exemple, je sais pas moi, à 9 heures, et on ne verra pas d'écart sur la courbe de température, alors que d'autres, juste 1 heure d'écart, et on va tout de suite voir une montée de température qui est anormale. Donc vraiment, chaque femme est différente. Donc par rapport à cette prise de température, toujours à heure fixe, c'est vraiment très variable selon chaque femme. Quatrième préjugé, c'est un des préjugés que j'ai entendu récemment, notamment dans la bouche d'une sage-femme. Et donc en fait, ça me titille un peu parce que c'est pas du tout fondé. C'est le fait que la symptothermie ne puisse pas se pratiquer sur un cycle irrégulier. Alors déjà, je vais remettre dans le cadre ce que c'est qu'un cycle irrégulier, parce que souvent, les femmes pensent que si elles ont 2 jours, 3 jours d'écart entre chaque cycle, ça y est, elles ont un cycle irrégulier. Donc mesdames, mesdemoiselles, nous ne sommes pas réglées comme une horloge. Notre cycle évolue en fonction de nous, de nos émotions, de ce qu'on vit, de ce qu'on mange, de comment on bouge, de comment on vit les choses. Donc voilà, notre cycle est vraiment très variable. Et donc on parle de cycle irrégulier lorsqu'on a un minimum de 6 jours d'écart entre chaque cycle. Voilà. Si vous n'avez pas 6 jours d'écart entre chaque cycle, vous avez un cycle normal qui est régulier, mais voilà, qui n'est pas réglé comme une pendule, voilà, qui n'est pas de 28 jours fixes, vous n'ovulez pas au 14e jour, voilà, c'est vraiment variable entre chaque femme, à chaque cycle. C'est pour ça qu'en symptothermie, on ne fait pas de prédiction, voilà, parce que chaque cycle est différent. Donc il est tout à fait possible de pratiquer la symptothermie en ayant soi-disant un cycle irrégulier en fait. Voilà, si bon, vous avez plus de 6 jours d'écart entre chaque cycle. D'autant plus que ça va être intéressant de voir pourquoi votre cycle est irrégulier. Et avec la symptothermie, en fait, quand on analyse les différentes phases du cycle, on va pouvoir voir quelle phase du cycle est variable en fait. Sachant que souvent c'est la deuxième phase, donc c'est la phase folliculaire, c'est l'après les menstruations, qui vraiment a tendance à varier. Parce que voilà, c'est juste avant l'ovulation, et voilà, si le corps n'est pas bien, voit que la personne ne se sent pas bien, il va repousser l'ovulation, et donc cette phase a tendance à plus facilement bouger. Donc il est tout à fait possible de pratiquer dans des cycles irréguliers, parce qu'on va pouvoir observer qu'est-ce qui fait cette irrégularité, et d'autant plus que comme on analyse chaque phase, on va vraiment pouvoir comprendre chaque phase du cycle, et donc on va pouvoir correctement les observer. Donc il est tout à fait possible de pratiquer lorsqu'on a un cycle irrégulier. 5e préjugé, je sais exactement quand est-ce que j'ovule. Alors il y a quelques instants, voilà, je vous parlais justement qu'en symptothermie on ne faisait pas de prédiction. Donc on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on ovule, le jour précis. Pour le savoir, en fait, il faudrait faire une échographie. C'est le seul moyen pour savoir précisément le jour auquel on ovule. En symptothermie, on parle du jour sommet, donc c'est le jour en fait le plus probable où l'ovulation aurait pu se produire. Donc ce jour sommet, en fait, il y a 40% de chances que ce soit le jour de l'ovulation. Et voilà, comme je vous disais, en symptothermie, on ne fait pas de prédiction, chaque cycle est différent, donc on ne peut pas prévoir à l'avance l'ovulation. Et donc en 6e et dernier préjugé, je suis seule dans ma contraception. C'est quelque chose qui remonte pas mal ces derniers temps par rapport aux méthodes de contraception, c'est le fait que la femme soit la seule à gérer la contraception, ce qui n'est pas normal puisque dans un couple on est deux à avoir des rapports, donc les deux doivent être aussi responsables l'un que l'autre. Donc en symptothermie, par rapport à mon avis personnel, voilà comment moi aussi je le vis, c'est vrai qu'on peut se sentir plutôt seul dans ce moyen de contraception. Il y a quand même, en tout cas au départ, le temps d'apprentissage, et puis il y a quand même quelques petites choses à gérer, la température, l'analyse de l'Adler, les règles d'interprétation. Sachant qu'après, au niveau de la méthode barrière, c'est intéressant d'en discuter avec son ou sa conjointe. Et donc, par exemple, dans le couple, après, ça peut être le partenaire qui va venir prendre en charge les moyens de contraception
peut-être par exemple le préservatif, donc c'est lui qui s'en occupe de A à Z. Et par exemple également dans la symptothermie, on peut venir inclure le partenaire dans la notation de l'observation sur le cyclographe. Par exemple, c'est à lui de noter les rapports sexuels. Voilà, on peut venir vraiment réussir à l'inclure dans cette méthode. Moi j'ai déjà entendu que c'était des hommes en fait qui reportaient les observations de leur partenaire sur le cyclographe, donc la température, la glaire ou parfois le col. Voilà, c'est vraiment eux qui font tout, en tout cas qui reportent tout sur le cyclographe. Donc après c'est vraiment, il faut réussir à en discuter, créer de la communication, de la discussion avec son partenaire pour réussir à voilà, trouver un compromis et que chacun soit à l'aise dans sa méthode de contraception et que ce ne soit pas toujours la femme qui porte tout sur ses épaules par rapport à ça. Donc en symptothermie, c'est vrai que voilà, on peut se sentir seul, mais il est possible d'en discuter avec son conjoint et de le faire participer, de l'impliquer dans sa contraception. Donc voilà, j'ai répondu aux préjugés qui me semblaient assez récurrents en symptothermie. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ce serait super intéressant pour moi de les connaître et de pourquoi pas en faire une deuxième vidéo pour pouvoir y répondre et vous donner mon observation puis mon expérience, pourquoi pas, sur ces potentiels préjugés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des réponses. Et puis voilà, n'hésitez pas à me partager vos retours dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.